Alors, je vais initier le débat. Quand on parle du leadership, on fait référence, enfin, sur le plan pratique, on fait référence à un concept qui mobilise pas seulement des compétences techniques, mais plutôt des compétences managériales et des qualités humaines très importantes. Par exemple, on peut citer l'intelligence émotionnelle, la capacité d'influence, la forte confiance en soi. Et quand on parle du leadership au féminin, comme vous l'avez cité tout à l'heure, professeur Deborah, vous avez parlé de certaines compétences douces qui caractérisent les leaders femmes, par exemple l'empathie, la bienveillance, etc., pour pouvoir transmettre des connaissances, comme vous venez de dire, donc Madame Clémence. Et du coup, la question qui se pose aussi, comment est-ce que les femmes leaders peuvent-elles exercer leur rôle afin de s'affirmer comme leurs confrères, on va le dire, leaders hommes. Donc, Um, so I would first like to say that that emotional intelligence and is it okay that emotional intelligence is not no they said it's working yes that emotional intelligence is not just a female characteristic. Men demonstrate emotional intelligence competencies as well. And I think, I think the sort of the debate about, women leaders, male leaders, I totally agree that it's not women do this, men do that. It's the perceptions and the expectations that the culture and socialization put on what women are supposed to be like and what men are supposed to be like in leadership roles. So I think that's really a distinction I would like to make, that I think is a really important distinction, because as Francois said, that she doesn't see like a woman leader versus a men leader, and Clemence. Francois and Clemence. Yes, right. My French accent is not so good. I apologize. But that it's the expectations. Like you said, you never wanted to use seduction or dress, wear makeup or dress in a way. Well, those are cultural expectations, right? That that leaders aren't supposed to look like that. So again, it's not the individuals, it's the cultural, societal expectations, that we continue to live with. I think, I'm not sure I answered your question at all, but that's exactly what I wanted to say to start. So, apologies. Je pense que Clémence a aussi répondu quand elle a dit quand les hommes ou les femmes, d'ailleurs, je ne sais pas, se sont retournés et attendaient la décision. La question n'était pas est-ce que c'est un homme ou une femme qui la prend, c'était le chef à ce moment-là qui prenait la décision. Ça sera sans doute évoqué sur d'autres moments. Et moi je disais sur des gestions de crise, quand j'ai un pont qui s'est effondré avec 2 personnes qui étaient au fond de l'eau, dont une adolescente morte qui était la fille d'une de mes collaboratrices en plus, bon ça je l'ai appris après, mais quand il a fallu décider ce qu'on faisait sur l'instant, puisque c'était un ouvrage départemental, personne ne s'est demandé si j'étais une femme ou un homme dans la manière dont j'ai géré la situation. Enfin, je veux dire, c'était un manager avec une mission, avec une attente de performance ou de décision à un moment. Monsieur évoquait tout à l'heure, c'est pour ça que je disais, il y a des moments de temps court ou de décision immédiate où là, on attend de nous des choses. Puis après, il y a une notion de leader, de management plus large selon certaines fonctions. Où là, enfin moi je crois peu, enfin le déterminisme social, on en parlait tout à l'heure, la notion peut-être de vision systémique qu'ont plus facilement les femmes de voir la globalité, de traiter plus vite, c'est pas genré. Je pense que c'est
un déterminisme qu'on nous assigne parce que parfois on est habitué de gérer plus de choses, hein, et ça dépend encore des réalités de chacun et de chacune et de générations sans doute aussi. Mais voilà, ce que vous avez dit, enfin la confiance, l'exemplarité, la transmission, ça s'applique, je pense, à tout individu, à tout manager ou à tout leader. Voilà. Après, c'est quelle place la société ou l'organisation fait aux femmes et est-ce qu'on leur demande de surprouver ou pas? Voilà, ça, peut-être il y a des réalités différentes selon les moments, mais c'est plus là, je trouve. C'est plus là et que les femmes se fassent confiance. Voilà. Je rebondis sur les femmes se fassent confiance. Vous parliez de comment aider les femmes à s'affirmer. Mais les femmes en position de leader aujourd'hui, elles s'affirment, sinon elles seraient pas leaders. Enfin, je pense que c'est vrai, mais comme tous les hommes en position de leadership, ils savent tous s'affirmer, il n'y a pas de question. La question, c'est plutôt comment pousser des jeunes femmes à vouloir à assumer de s'affirmer, à se sentir légitimes là-dedans, à se faire confiance en fait. Et c'est ce dont vous parlez. Il y a des mondes comme le monde des pompiers, comme le monde militaire, etc., où il y a très peu de femmes, donc très peu de modèles de femmes pour les femmes. Et c'est vrai qu'on aime bien s'identifier aussi. Alors, moi, je me suis identifiée à des hommes aussi et qui m'ont apporté mille choses, hein. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi de pouvoir. C'est la première année, moi, où je peux m'identifier. Bon, c'est une ministre, donc je suis très très loin d'être elle, mais où je peux m'identifier à une femme. Et c'est vrai, en étant une femme, que c'est assez sympa aussi de pouvoir avoir un modèle féminin. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais que sur notre association, on fait en sorte de publier des portraits réguliers, non pas voilà pour les mettre en avant, mais pour que les jeunes femmes, notamment, ou celles qui n'osent pas, identifient que ça existe, que c'est possible, qu'il y a des diversités de parcours, que c'est accessible, que ça leur est accessible. Voilà, parce qu'il y a un côté, je ne serai pas à la hauteur, ça ne m'est pas accessible, encore aujourd'hui. It's absolutely true. Role models are really important. Not just female role models, but male role models. And sometimes we learn how not to be a leader by seeing leaders that are not doing a very good job. So we can learn as much from negative role models as we can from positive ones. But I think it's so important for women in particular, and we do a lot of work with women in the sciences and for women in science to see that there's women in science in positions of professors and deans, and because if they don't think it's a place that's welcoming to them. And in some respects, it may not be a place that's welcoming to them, but I think it behooves all of us to do a better job of creating those pathways so that women do see themselves in positions that can make a difference and change the gender parity. D'accord, je vous remercie pour vos interventions. Et donc, je me permets de rebondir, en fait, partant de vos secteurs d'activité, comment est-ce qu'on pourrait aider ces femmes pour qu'elles osent? Vous avez parlé de ce point-là. Donc, on doit vraiment proposer des solutions pour que les femmes osent aujourd'hui, osent à devenir des leaders. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le plan pratique? Comment? Moi, j'ai évoqué ce que nous on faisait dans mon milieu, c'est-à-dire il y a mon syndicat, il y a d'autres associations territoriales qui mettent en place du mentorat, de l'accompagnement, du coaching, qui proposent même des formations parce que je l'ai peu évoqué. C'était pas le sujet, mais il y a encore, y compris dans de la fonction publique, dans mon milieu, des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Bon, je vais présupposer que ça n'existait pas, je confesse. On a ses propres représentations. Et puis, quand j'ai commencé à travailler le sujet avec les collègues, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des écarts de 18% de rémunération sur des fonctions analogues. Pas dans l'armée. Voilà. Voilà. Mais parce que nous, il y a un régime indemnitaire qu'on négocie et que les femmes ne sont pas forcément habituées à négocier de la même façon. La question de la confiance, la question de l'usurpation, du syndrome de l'imposteur. Donc, on les apprend aussi à négocier et à affirmer ça dans une espèce de mentorat. La loi est là qui a une vertu. Alors, moi, je peux le dire parce que vous parliez d'effets pervers tout à l'heure. Il y a une loi donc qui oblige à des primo-nominations ou à des nominations quand on recrute
À l'inverse, il y a des collectivités qui ne veulent pas payer de pénalité. Moi, j'ai une collectivité qui m'a dit on ne vous recrute pas. Alors, c'est peut-être l'excuse, hein, parce qu'on a déjà trop de femmes au sein du comité de direction générale et que si on vous recrute, en contrepoint, on va payer une pénalité de 90 000 €. Compte tenu de la taille de la collectivité, je me suis dit, s'ils sont pas prêts à payer 90 000 € de pénalité, de toute façon, c'est pas la peine que j'y aille. Bon, ça pouvait être un biais. Mais j'ai trouvé que c'était un peu étrange parce qu'il y a aussi parfois ce biais-là. Mais c'est un biais aussi pour faire la place, en fait. La question des lois sur la parité, on va pas, je pense, ouvrir le débat là. Mais il y a tout un système de ça. Et puis, la question était, est-ce que c'est à l'organisation de se transformer et de faire en sorte que la place des femmes pour exercer du leadership soit légitime, ou est-ce que c'est à tout prix aux femmes d'amorcer une stratégie pour accéder à ces postes-là? C'est aussi une question. Both. Yes. Absolutely. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut aller bien en amont du milieu professionnel. Ça se joue pendant l'éducation, évidemment. Ça se joue évidemment à l'école. Donc, il y a beaucoup de professeurs ici, mais c'est inciter les jeunes filles à aimer les matières scientifiques. Je pense qu'il y en a plein qui aiment, mais qui se disent bon bah c'est plutôt une part un métier d'homme, et donc ça se fait vraiment plus jeune, quoi. Je pense encore en amont, dès les plus petites classes, parce que on parle au début de génétique et d'acquis. Et finalement, on se rend compte que le déterminisme, plutôt l'acquisition genrée des modèles, des modèles de représentation, il commence déjà à l'école maternelle, à l'école primaire, le foot qui prend toute la place dans les cours de récréation, les intervenants, enfin les enseignants qui donnent la parole aux petits garçons avant même de la donner aux filles. Enfin, c'est là que commence la surreprésentation, la culpabilité, et ne pas oser investir le scientifique. Il y a vraiment... est-ce que c'est aux femmes à s'adapter ? Non, c'est un modèle sociétal à revoir à la base, et ça va être très compliqué tant qu'il sera dirigé par des hommes. Pour témoigner, il y a beaucoup d'actions qui sont faites par les départements, les communes, hein, sur l'organisation justement des écoles, hein, et des cours de récréation justement où ça commence. Et pour la question de la parole, je me faisais la réflexion avant d'intervenir. Merci de nous laisser le temps de parole. À la fois, nous sommes que des femmes là, mais le nombre de colloques où j'ai été invitée à parler au nom du SNDGCT, où on est 4-5 personnes, on laisse les gens dérouler. Et et pas que moi, hein, je l'ai testé avec plein de collègues femmes, quand il s'agit de donner la parole aux femmes, on explique qu'on a perdu déjà beaucoup de temps, et si elles pouvaient faire des interventions un peu plus courtes, ça serait pas mal quand même, ça serait, voilà. Le nombre de fois où je l'ai constaté, dans des tables rondes, c'est... Enfin, vraiment, là. Et puis là, j'ai essayé de me remémorer toutes les fois. J'ai interrogé mes collègues, je me suis peut-être moi. Non, c'est... Bon, mais vous pouvez aller plus vite, hein, parce que bon, après tout, voilà. Et je vous parle d'intervention il y a 2 ans, hein, je ne vous parle pas de mes 30 ans. Je me permets une petite intervention sur le sujet des matières scientifiques. Donc, vous avez au ministère de l'Éducation nationale le Conseil scientifique de l'Éducation nationale, qui est une émanation de chercheurs. Hein. C'est présidé par Stanislas Dehaene, que vous connaissez peut-être, au Collège de France. Et ils ont parfaitement identifié qu'il y a une marche qui s'opère aux alentours de 10-11 ans. Jusqu'à cet âge-là, le niveau, au niveau du calcul, les matières mathématiques, calcul, est rigoureusement identique entre les filles et les garçons. Et en l'espace d'une année, il y a un fossé qui s'opère. Et ça ne se rattrape pas. Et donc, ils sont en train de travailler sur cette question-là pour identifier les critères, parce que ça pourrait faire effectivement, capitaine, comme vous l'évoquez, petit à petit, les enseignants eux-mêmes, au niveau statistique, vont davantage, quand une question complexe est posée en classe, ils vont davantage la poser aux garçons qu'aux petites filles, et vous renforcer comme ça de fil en aiguille. Ils ne comprennent pas pourquoi, en fait. Ils ne savent pas pourquoi, comment s'opère cette marche, et donc il y a des travaux et un colloque qui, normalement, devrait être sur la fin de l'année explicité, en fait, du point de vue scientifique, statistique, etc., tous ces éléments-là. Je
On parle d'un garçon et d'une petite fille. Alors, Je le fais juste remarquer. alors, vous avez parfaitement raison. Et je vais vous dire, alors, je vais aller un peu plus, je vais vous livrer une information personnelle, mais j'avais eu un mémoire à réaliser au niveau d'une formation que je suivais, et mon vrai sujet de mémoire que je souhaitais mettre en place, c'était de me dire la situation en fait de l'égalité homme-femme dans les entreprises. Bon. Et il se trouve que parce que j'avais conscience que j'avais probablement des biais, alors que je vis au milieu de femmes, hein, j'ai 2 filles et une épouse, j'avais conscience que j'avais des biais, j'ai pas voulu m'emparer du sujet. Voilà. Et j'ai rencontré quelqu'un trop tard après qui m'a expliqué pourquoi j'avais eu tort. Voilà. Et petit témoignage, pour avoir exercé les fonctions de dirigeante, j'ai remarqué très vite que les élus me donnaient du prénom, mes patrons élus, souvent qui étaient des hommes, hein, des maires ou des présidents, et ils appelaient toujours mes homologues par leur nom. Monsieur et moi, bon, peut-être que le nom, il n'a pas toujours été aussi compliqué que celui-là, hein, ça change parfois, mais immédiatement, c'était « Oh, je vous appelle Françoise », voilà. So I always get called Mrs. O'Neill by students, and my male colleagues get called Professor whoever. Always. And it just happens over and over again. Yeah. Oui. Je m'empare de la parole juste une seconde pour dire qu'il y a des fois, j'ai rencontré une collègue neuropsychologue qui ont fait des études avec ce fameux test. Le fameux test qui justement aux États-Unis qui sert à mesurer l'écart de performance en mathématiques entre les hommes et les femmes, et les neuropsychologues ont simplement montré que en disant la phrase avant de faire le test à des étudiants, si on dit la phrase « Je signale qu'il n'y a pas de différence de résultat sur ce test entre les hommes et les femmes », le fait de simplement prononcer cette phrase a amené que le niveau de performance des femmes se retrouvait à peu près au même niveau que celui des hommes. Donc c'est aussi, les neurosciences vont nous faire beaucoup progresser, je crois. Une question ici, on a beaucoup de questions. Monsieur, je voulais relier la thématique de ce matin à la fois sur les crises et puis le leadership. On a vécu 2 années qui nous ont poussés, pour reprendre la terminologie, dans les 60e déferlants, quasiment, avec des crises hors cadre, on le sait, et qui se complexifient au fur et à mesure. Moi, je suis dans le milieu de la santé, donc c'est dire qu'on a été particulièrement impacté, évidemment, par la pandémie Covid. Mais si je globalise et que je remets dans son contexte, depuis les 2 dernières années, les faits marquants en France notamment, mais pas que, c'est la prise de la parole des femmes. On évoque le sujet du leadership, du genre, dans un moment où les femmes mettent enfin des mots sur leurs mots au travail, et qui ne sont pas que des problèmes de leadership, et donc qu'on n'a pas beaucoup évoqué ce matin, et je le regrette. Et pour finir sur un point peut-être plus de questions. Finalement, pour vous, madame, est-ce que le leadership, c'est pas aussi un leadership auprès des équipes, quel que soit leur genre? Et vous, madame, l'intelligence et surtout la question de la capacité d'étonnement qui interroge les leaders quand il faut effectivement prendre des décisions en contexte difficile. Je sais que ça n'a pas été tout à fait abordé ce matin, mais qu'en pensez-vous? La capacité à ne pas mettre les questions sous le tapis et à les traiter et à s'étonner en amont, c'est les forces de réflexion rapide, c'est ce genre d'organisation qui est plutôt multiple qu'individuelle ou genrée. Enfin, j'espère que prochainement, on aura et le neutre là-dedans, avec l'apparition du YEL et des questions qui sortent du masculin et du féminin. So I don't see it as, I understand I think I understand your question. I don't see it as a gender divided view. I see systems as gendered contexts
in which women and men do their work. So I don't really see it as a divide. I think there's lots of empirical data that would tell us, as we've all just been sharing, that systems are gendered, and I don't think that men get out of bed in the morning, their feet hit the floor, and they say, "How do we keep those women from succeeding today?" I don't think that's what we're talking about. I just think that the system for centuries and centuries and centuries has been created by men and has been run by men, and women are definitely making inroads, and women are definitely making progress, but systems and structures are still sort of not necessarily in our favor to get more women into positions of leadership. And there's a theory called the leaky pipeline, that, women start out in these, pick an industry, any military, healthcare, science, that they start out. I think the statistics suggest that there's more female PhDs now being awarded than male. But they sort of leak out, particularly in the sciences, as you get farther up in the pipeline. Look at the graph I put up about McKinsey, particularly in the sciences. If you look in academia, many more male faculties are full professors. Females are assistants, maybe get to associate, but they don't get all the way up to full, never mind being deans and presidents of universities. So it's sort of the leaky system. Now, whether it's because women choose to opt out, which we've all heard the phrase opt out, and sometimes women do choose to opt out because the system is not supportive of the life choices they would choose to make. And so I really think it's a both and. It's how do we help women and encourage women to continue to grow and develop in whatever type of career they want to grow and develop in, and move into leadership positions, and how do we change organizational systems and structures to be more supportive and encouraging of women. Thank you, Professor Deborah. Vous venez de parler de l'évolution des systèmes, le renforcement des systèmes. Et je voudrais bien parler, par exemple, du renforcement du système réglementaire. Donc, on sait que, par exemple, ici en France, la population active féminine, ça c'est aux alentours de 48%. Par contre, on voit pas beaucoup de femmes leaders qui ont accès à des postes, on va dire, de responsabilité qui sont très, très importants. Et donc, d'où les changements qui ont été faits sur le plan réglementaire pour améliorer la situation. Par exemple, on peut citer à titre indicatif, la loi du 27 janvier 2011 qui oblige d'instaurer un quota. Donc, pour que les femmes puissent figurer dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance dans les grandes structures. Est-ce que vous pensez que, en fait, en renforçant le cadre réglementaire, on pourrait voir plus de femmes leaders dans les postes de responsabilité? Est-ce que c'est bénéfique pour ces femmes? Est-ce que ça peut améliorer la situation et rapporter des choses, en fin de compte? Merci. Il y a des questions d'Alain Sahel. Je vois des gens qui veulent intervenir. Voilà. Peut-être avant qu'on... Oui. Pardon. Oui, je ouvre. Allez-y. Non, je vous en prie, allez-y. Honneur aux dames, c'est je prendrai Just la parole. Gentry. Should I go in English or il faut parler en français ou on peut parler en anglais ou it's a question to you, Deborah, just more about what we discussed before. I'm a former Air Force pilot, and I have the privilege to be. I'm a general. I've been trained in the U.S. And I've been privileged to be the first to receive Caroline Aigle, who was the first fighter pilot on Mirage 2000. So my question about leadership is, do you think if you tend to make a distinction between women and men, which I disagree personally, often for me there is no difference in action, in fact, that's my point. But the point, if you
we discussed together about the distinction between leader and leadership. Normally we say expert, manager, leader, leadership, and I add strategy also as well. I think this is 5 keys, 5 qualities. So is it relevant? My point is, if you agree, will you agree to that there might be differences between men and women if you assess if they are more experts, it's more easy for a woman to be an expert or less easy to be a manager. Probably easier to have leadership, social capital social, but being a leader might be more difficult for a woman. I don't know. If you agree with this distinction, this is what I want to suggest as a grid, to analyze the way differences between men and women. I don't know if I'm clear enough, but... I'm trying to translate, I think, what he just said, even though it was in English. You Okay. want me to read No. French? There was a lot there, so I'm trying to parse out exactly what it is. So you're making a distinction. There's expert, manager, leader, leadership, and strategist or strategy. Not strategists, but strategy makers. Yeah. Strategy maker. Okay. So I don't know that it would be easier for a woman to be any one of those other than a man. Again, I don't really see men leadership like this, women leadership like this. I think there's tendencies of women to lead in certain ways. I think there's tendencies of men to lead in certain ways. What I do think are that the organizational systems, I know I keep going back to that, but that's really what we're talking about, the systems that we're embedded in and the rules of the systems are more encouraging for some types of leadership and some types of leaders than others. And that's the distinction that we've tried to make in our research and that we continue to find in the data that we collect. So. That's excellent. Thank you very much. Oui, pour répondre aux enjeux de crise qui se présentent, alors je ne sais pas s'il faut nommer toutes les crises qui arrivent, mais on est vraiment en fait dans une décennie de déséquilibre, ça c'est certain. Pour revenir aussi à ce qui a été évoqué ce matin, il y a vraiment, enfin je sens cette distinction très forte entre avoir les capacités de commander, de leader, d'être leader, et être en position de le faire. Et je vous entendais, lieutenant, et puis tout à l'heure également sur le corps des sapeurs-pompiers, où vous avez dit très clairement on est légitime à partir du moment où on fait ses preuves, mais dans d'autres secteurs professionnels, et effectivement la fonction publique territoriale par exemple, quand bien même on fait ses preuves, qu'on est une femme, on peut en fait être repéré comme étant ah ouais, c'est une super leader, mais elle risque de passer un petit moment malgré tout dans sa carrière sur des postes ou sur des fonctions qui ne seront pas forcément des fonctions de direction stratégique. Donc, on peut venir chercher certains leaders et certaines personnalités avec des caractères de leader, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit l'expérience, quelle que soit la fonction, pour certains sujets. Mais maintenant, enfin voilà, moi je m'interroge pour vraiment ouvrir le champ des possibles et répondre aux enjeux qui sont là aujourd'hui de la prochaine décennie, c'est ces personnalités qui sont et qui représentent et qui ont ces caractères de leader, comment on fait pour les positionner sur des directions stratégiques et du coup comment on ouvre aussi ces directions stratégiques dans les conseils d'administration, dans les comités de direction générale, voire de postes de directeurs généraux de services, quelles que soient les collectivités, ou sur des postes assez importants dans la fonction publique d'État également. C'est une question que je me pose. C'est comment on fait pour passer ce cap-là, finalement, de repérer un leader et le mettre dans une vraie position de direction stratégique pour pouvoir ensemble aussi passer le cap de ces déséquilibres. Mais ça renvoie à ce qu'on va attendre des managers ou des leaders de demain. C'est pas que la question de homme ou femme. Enfin, c'est ce que j'indiquais. Longtemps, on a recruté dans la territoriale des leaders sur leur leadership de réputation. J'en ai connu quelques-uns. J'ai travaillé avec des grands DG.
Et dès qu'ils étaient en fonction, ce pourquoi on les avait recrutés, on ne leur laissait pas exercer ce pourquoi on les avait recrutés, c'est-à-dire des visionnaires, des grands leaders, parce que il y avait une multiplicité de facteurs ou de pesanteurs peut-être qui n'avaient rien à voir avec le genre. Aujourd'hui, les défis sont tels que je pense qu'il y a une prise de conscience collective, du moins dans mon milieu, de la complexité qui est à l'œuvre dans ce qu'on doit mettre en place très vite, mais pour voir loin. Ah, il y a les questions des temps courts, des temps longs qu'on évoquait. Donc, moi, le postulat que j'avais ce matin, c'est de dire la question qui se pose sur les femmes qui ont peut-être notre approche ou les questionnements qu'il y a eu, ils doivent servir tout le monde. Les lois sur la parité, pour prendre sur les quotas dans les conseils d'administration, c'est un mal. Après, moi, je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je suis jamais d'accord avec moi-même d'ailleurs. Hein, donc voilà, je pense que c'est un passage obligé. Pour dire, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut que vous y alliez. Ça va amener d'autres regards, de la diversité ou d'autres expériences, ou peut-être moins de temps à être habitué, ou le fait qu'on ait moins la légitimité ou se sente moins légitime, peut-être amener un autre regard sur la manière dont on doit y aller, et collectivement. Voilà. C'est la seule réponse, moi, que j'ai. Après, c'est du lobbying, c'est des actions de sensibilisation, c'est du mentorat, c'est dans 15 jours, mon asso dont je fais partie, Femmes dirigeantes et territoires, il y a un colloque sur Oser la parité. On voit bien que les grands DG, les grands élus ont du mal à répondre à l'invitation. Voilà, on verra qui vient, parce que soit ils estiment qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ont d'autres priorités, soit que le combat est déjà derrière eux, peut-être en lien avec ce que vous disiez, madame. Moi, j'ai pas tellement envie personnellement, en tant que femme, là, pour le coup, de lier les deux. Il y a ce que vous parliez de la parole des femmes qui se prend, qui relève de formes d'oppression ou de maltraitance d'individus sur d'autres individus, d'un système social parfois qui a fait une omerta, comme il peut y avoir d'autres cas, pour m'être beaucoup intéressée professionnellement au sujet sur des questions de pédophilie, des choses comme ça dans d'autres lieux. Moi, en tant que femme, en tout cas, en ayant eu à subir et à travailler avec des gens avec des personnalités particulières, hein, on en parlait en off avec mesdames qui connaissent le milieu des sapeurs-pompiers, sur des questions de harcèlement, etc. Moi, j'ai pas tellement envie de lier les deux, parce que sinon, on va trop focaliser sur la question justement du genre, de la femme, etc. En tout cas, moi, c'est voilà. Mais là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de vérité, hein, comme le disait Clémence, c'est son expérience personnelle. Mais les défis sont multiples. Et quand je disais qu'on a une défection de gens, de jeunes qui veulent accéder à des fonctions de dirigeants territoriales, c'est parce que je pense que les défis sont multiples. Je pense qu'on a une intervention de Monsieur Tristan Montier. Merci tout d'abord. Thank you very much for your talk. It was very interesting. En fait, moi, je vais témoigner pour un secteur d'activité très particulier qui est la médecine. Ça fait 20 ans, nous, que nos promotions d'entrée en deuxième année des études de médecine sont à 70% féminines. Ça fait 70% de nos promos sont des femmes. Donc c'est un métier qui est aujourd'hui féminisé très fortement. Ce qui fait que on a aujourd'hui beaucoup de patronnes, de chefs de service qui sont des femmes. Quand j'ai passé mon concours d'agrégation, la patronne de mon CNU était la patronne de Saint-Antoine, ici à Paris. Et donc je suis passé sous ses fourches codines. C'était elle la chef. Non pas parce que c'était la chef, mais parce que, vu son parcours, elle était tout à fait exceptionnelle, et vous l'avez dit, lieutenant, reconnue comme telle. Parce qu'avec 70% de femmes dans une promotion, il y a forcément celles qui ont envie de devenir chef, et qui aujourd'hui en ont la majorité, et puis celles qui n'en ont pas du tout l'intention. Donc je suis d'accord avec le lieutenant dans le sens, et ce que vous avez dit également, c'est pas une question de genre, mais une question de volonté. Par ailleurs, j'ai dans mon expérience professionnelle, et là je reviendrai, on critiquait tout à l'heure l'école, j'ai personnellement une sœur qui a fait mine-pont, elle a demandé à personne l'autorisation de prendre une direction régionale de Vinci. Elle l'a prise, point. Et je pense que ça, c'est plutôt dans l'éducation familiale qu'on va donner l'opportunité
à une fille ou un garçon, t'as remarqué que j'ai pas mis d'adjectif. Ça va vous suivre, ça va vous suivre. Chacun met le chapeau s'il veut. Et que, après, l'école, bien souvent, c'est pour moi davantage un déterminisme social qu'un déterminisme genré. Et par contre, ce qui m'amène à poser la question suivante, c'est qu'aujourd'hui, ne croyez-vous pas qu'il s'agit davantage d'une remise en question du leadership ? Parce qu'avec les réseaux sociaux, la parole de n'importe qui vaut la parole de n'importe quel expert. Et je pense que c'est dans cette question du leadership que j'aimerais vous entendre, et cette remise en cause, qu'on soit un homme ou une femme, notre leadership aujourd'hui va être challengé plus globalement. Merci de votre réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui. Oui, pardon. Ma question elle serait plus pour revenir sur la question des quotas, de la réglementation, parce qu'on voit bien, par exemple, que vous parlez de la fonction publique territoriale, ou plus ce qui est des armées, etc., qui sont des concours d'entrée, par exemple, où il y a une part plus faible de personnel féminin qui sont acceptés, par exemple, qui fait que par la suite, justement, il y aura une part plus faible de personnel féminin qui accéderont à des postes plus de leadership ou d'encadrement. Et on voit qu'il y a un biais de présentation quand vous avez dit, par exemple, qu'il n'y en a que tant de pourcents de femmes qui sont à des postes, mais est-ce que sur ces tant de pourcents de femmes, est-ce qu'on n'a pas justement une plus grande partie des femmes présentes dans l'ensemble de l'institution, de l'ensemble de cette catégorie, qui va arriver à des postes de direction comparé à des hommes aussi? Et est-ce que justement il n'y aurait pas un souci de manque de vocation ou d'exemple, comme vous disiez, qui pourrait susciter des vocations et pousser ces femmes, ces enfants, etc., à voir le champ des possibles qui leur est ouvert, indépendamment de leur genre, et qui, voilà, comment pourrait-on arriver justement à ce qui est une disparition de ce biais au travers de la sélection, qui, à mon sens, avec les concours, est assez neutre, notamment au travers des écrits, mais qui peut arriver justement à un manque de volonté, par exemple, de passer le concours, de se présenter, et en quoi les quotas pourraient permettre cela, alors qu'on voit que, par exemple, en politique, certains partis, jusqu'à peu de temps, préféraient payer justement ou renoncer à cette incitation financière en présentant plus d'hommes aux législatives, parce qu'il y avait une certaine légitimité locale ou ancienne à travers l'exécution de plusieurs mandats, contrairement à certains modèles ou expérimentations qui ont pu se faire à l'étranger. En Inde, je crois, dans certaines collectivités où, pendant plusieurs années, ils ont accepté que seules des femmes puissent se présenter et être élues, pour pouvoir faire connaître leurs compétences, justement, se faire reconnaître en tant que leader, et par la suite avoir un système plus neutre et plus égalitaire dans la pratique et dans les modes d'élection ou d'accès, justement, à ces professions. Juste je vais répondre sur la territoriale. Les concours de la fonction publique territoriale, notamment sur des fonctions d'encadrement, on passe un concours, il n'y a pas de quota sur les concours, on passe un concours, on est sur les listes d'aptitudes et après on n'est pas nommé ou affecté, on doit chercher son poste, on est sur un système comme de privé en fait. Donc c'est là que le biais se fait, c'est-à-dire que les recruteurs ou les candidats ou candidates ne vont pas forcément ou n'osent pas aller. C'est bien pour ça qu'il y a ce système d'incitation financière et de quota de 40% qui a dit sur vos nouvelles nominations, sur les primo-nominations, enfin pour accéder, il faut qu'on ait 40% dans ce qu'on appelle les emplois fonctionnels de direction, mais à partir de 40 000 habitants. Et comme je le disais, c'est une minorité quand on prend à l'aune de la taille des collectivités locales en France, des communes, et une commune de 10 000 habitants, elle met en œuvre un certain nombre de responsabilités quand on parle de crise ou autre. Donc nous, le syndicat dont je fais partie, on a plaidé pour que ce soit à partir de 10 000 habitants. On n'a pas du tout été entendu. Là-dessus, on n'a pas été suivi. On remonte au créneau souvent. Donc l'incitation, elle est financière. Je disais, il y a des chercheurs universitaires qui ont parlé des collectivités locales et de la parité, qui posaient la question de l'accès des femmes à l'espace public, de l'accès aux fonctions de dirigeants, et qui disaient, en fait, il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc, de fait, il y a encore beaucoup de progrès. C'est pour ça que je parlais, c'est un peu une promesse évanescente.
il y a des progressions, incontestablement il y a des progressions, voilà. Après c'est plus la question de la diversité des parcours et des profils, mais là on va au-delà, mais on rejoint la question des leaderships. On n'a plus besoin des parcours formatés, du sachant, la tête bien faite, qui sait tout. On sait bien qu'on va devoir aller chercher des gens qui aient plus des compétences émotionnelles, relationnelles, de mise en commun, de vision, etc. Ça dépend des domaines, ça dépend des moments, ça dépend des sujets. Et ça, c'est un changement culturel. Après, moi, je connais peu je suis dans une banque où la question de la mixité, de la parité, elle est absolue sur les conseils d'administration parce que on a une responsabilité sociale, une RSE très forte. Il y a beaucoup d'entreprises qui deviennent entreprises à mission, c'est peut-être un élément de réponse, et qui, par ce biais-là, se dotent aussi de logique de gouvernance un peu dite vertueuse et qui les amène là-dessus. Je ne sais pas si ça répond tout à fait, mais sur la territoriale, la loi ne fera pas tout. Oui, mais justement, comment on peut inciter à ce que, par exemple, à l'école navale, on voit qu'il y a une 10-15% de personnel féminin à la sortie du concours à l'école, parce qu'il y a c'est un concours quand même qui est très scientifique, etc. Mais comment on peut faire pour qu'il y ait plus de personnel? Comment on peut justement susciter plus de vocations à travers, par exemple, une plus grande médiatisation ou une plus grande couverture médiatique de ces personnels pour que tout le monde puisse y penser? Alors, pour les armées, moi je parle que de domaines que je connais, l'idée c'est pas d'avoir forcément plus de personnel, on va pas forcer des jeunes filles à vouloir exercer un métier militaire ou un métier scientifique. On a 10-15% qui sont recrutés, ce qu'il faut faire, c'est réussir à les fidéliser. Et pour pouvoir les emmener justement à des postes de leadership. On parlait des quotas tout à l'heure. C'est peut-être un mal pour un bien. Moi, j'ai encore du mal, j'ai envie de croire qu'on peut y arriver sans. Mais admettons qu'on le fasse. C'est pas une fin en soi. Il faut pas se dire que si on met des quotas, il n'y a pas d'autres travaux à faire. Il y a énormément de travaux à faire pour permettre à des femmes de pouvoir accéder à des postes supérieurs. Typiquement, dans les armées, il est constaté, nous, à un moment, on va devoir passer l'école de guerre. Donc, en fait, on a une première partie, les 20 premières années, on va dire 15 premières années opérationnelles, et après, on a un deuxième concours qui nous permettra d'accéder à des commandements de niveau supérieur, etc. Et en fait, il y a comme un plafond de verre où les femmes ne le passent même pas forcément, quoi. Donc évidemment, si on l'a pas, après on peut pas accéder à des postes supérieurs. Donc ce qu'il faut faire, mais il faut que ce soit évidemment bénéfique pour les femmes, mais pour les hommes, parce que les hommes de la nouvelle génération sont peut-être aussi plus à être plus parents que pères, comme vous disiez la différence tout à l'heure. Peut-être trouver ils le font, ils l'ont déjà fait il y a 3 ans, d'autres systèmes qui vont permettre à des parents qui ont envie de plus peut-être s'investir familialement, etc., de pouvoir passer ce concours qui demande énormément, parce que c'est comme une prépa, sauf qu'on le fait après ses horaires de travail. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire, soit à côté, soit en plus des quotas qu'on met en place. Je voudrais intervenir sur les quotas, parce que j'ai beaucoup évolué au fil de ma carrière sur ce sujet-là. Plus jeune, j'étais contre les quotas, parce que je considérais qu'on devait être jugé à égalité, que on devait, que quelque part on était là pour nos compétences et non pas parce qu'on était une femme. Et j'ai récemment évolué sur ce sujet. Pour 2 raisons. Je suis chef de groupement territorial, donc je suis amenée à recruter aussi des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, mais professionnels, on en a très peu de femmes. Nous, dans la Vienne, on n'en a que 2, et là, tout récemment, j'en ai recruté une 3e sur 200 sapeurs-pompiers professionnels. Et le fait que je recrute cette 3e femme me fait une levée de bouclier, parce qu'ils considèrent que je l'ai recrutée parce que c'est une femme. Voilà. Et alors qu'elle a été très bonne sur les mises en situation professionnelle, elle a été très bonne au sport, elle a passé un concours. Donc à chaque fois, en fait, malgré le fait que nous n'ayons pas de quota, on nous renvoie cette image de quota. Personnellement, je l'ai aussi vécu. Lorsque j'ai passé ma formation de chef de groupement à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, nous étions 40 dans la promotion, nous étions 3 femmes. Et quand on a à un moment donné échangé sur les sujets de diversité, d'égalité, etc., les hommes nous ont dit, mais de toute façon, vous, si vous êtes dans cette salle-là, vous êtes 3, vous êtes proportionnellement plus nombreuses qu'il y a de pourcentage de femmes de chefs de groupement en France, donc ça veut dire que vous avez été
favorisés. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez bénéficié de quotas ou faux quotas ou quelque part, voilà. Donc en fait, même s'il y en a pas des quotas, de toute façon, on sera toujours taxé d'avoir été privilégié parce que nous sommes des femmes. Voilà. Ça, c'est mon expérience qui me le dit. Et effectivement, quand je vois ce qui a permis, en fait, d'avoir des femmes élues sur des conseils d'administration, etc., et que maintenant, en fait, après des années, ça n'est plus un sujet de débat. Ça l'a été au moment où, effectivement, il y a eu la loi. Je me dis qu'effectivement, ça a permis d'accélérer la place des femmes, justement, dans la société et dans les fonctions de dirigeantes ou d'élus ayant des voilà, de postes à responsabilité. Et je pense qu'effectivement, maintenant, il faut qu'on y aille pour accélérer les choses, parce que sinon, ça prendra encore 50 ans supplémentaires pour que nous soyons, en tout cas, nous, dans la profession, à égalité en termes de pourcentage. Comment ? Si on a 70% de femmes reçues en deuxième année de médecine, on dit aussi qu'à ce moment-là, on dit bien sûr... Et c'est la diversité qui fait l'efficacité, hein. Donc, peut-être qu'effectivement... Il faut aussi qu'on amène de façon plus large une vraie diversité des profils au sein de chacune des professions et notamment, et faire en sorte qu'on soit proche des 50-50, que ce soit femme ou homme. Hein. Personnellement, je crois dans le concours où on corrige de manière anonyme. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de savoir qui et quoi. On veut des gens compétents et avec les idées de la technique. Et le concours de médecine, il est là-dessus impeccable. Les copies sont anonymisées, c'est pareil pour l'école navale. Et en plus, c'est de la correction, c'est du noircissage de cadre. Donc, allez savoir si c'est un homme ou une femme qui noircit de telle ou telle façon. La différence, nous, c'est qu'on a des épreuves sportives et on a des épreuves orales qui biaisent les choses. Sportive anonyme. Sportive anonyme, mais avec la technique, mis à part ce système du concours anonyme, la partie violente, qu'on a fait, que le gouvernement a fait évoluer, très bien. Mais il avait cet avantage énorme que on traitait tout le monde exactement de la même façon. Mais au final, on avait 70% de femmes. Elles se voient. Ça dépend aussi des compétences qu'on évalue dans les... Là, on avait 70%, et aujourd'hui, on se retrouve avec des grands patrons de grands réseaux militaires qui sont des femmes. Et tant mieux. Aujourd'hui, on préfère tous avoir affaire à un médecin compétent, qu'il soit homme ou femme, peut-être un peu moins sympathique, mais qui vous sauve. Plutôt que d'avoir quelqu'un de super empathique, mais qui va vous laisser dans le... biais. Si on peut le mieux, si on peut avoir les deux, c'est fantastique. Mais à choisir... Après le concours, c'est un mode de sélection anonyme, effectivement, pour la territoriale ou pour certaines fonctions. Mais l'anonymat, pour reprendre ce qui vous est cher sur l'évolution du leadership, en fait. Et là, c'est pas la question du genre, finalement. Hein, quels sont les leaders de demain ? On voit bien sur certaines fonctions, et même quand on est, à mon avis, patron ou patronne de l'INSERM, hein, enfin, je veux dire, qu'il y a des compétences humaines aussi, qui sont beaucoup plus mises en avant et qu'on vient chercher, qu'on sort du spécialiste. Il y a des moments, dans le Uber qui était en retard ce matin, il me demandait ce que je faisais, ce que j'avais pu gérer. Il me dit, mais ça, on vous a appris. Moi, j'ai fait l'INET, mais on m'a pas appris. Sincèrement, en certaines situations, quand j'avais une voiture au fond d'un pont, au fond de l'eau, avec 2 morts, j'ai pas appris ça à l'INET. J'ai pas appris à savoir, c'est les expériences en situation de manager qui m'ont appris, et peut-être mes expériences de vie aussi. Et là, peut-être l'habitude d'une femme de gérer beaucoup de choses à la fois m'a appris à aller très vite à l'essentiel, je ne sais pas. Mais ça, honnêtement, je l'ai pas appris. C'est aussi des compétences humaines que j'ai en situation, par mes expériences, su mettre en avant immédiatement pour avoir, ce qui a été reconnu peut-être comme tel, la bonne décision ou la bonne attitude. Mais on a besoin d'évaluer, me semble-t-il, aussi les compétences humaines, émotionnelles, ce que parfois certaines disciplines n'amènent pas à mettre en avant dans des modes de sélection. Je parle pour un domaine qui est le mien, c'est peut-être pas le vôtre, c'est peut-être pas la même chose, mais je pense à un moment quand on est leader ou manager, quelle que soit la technicité sur laquelle on va s'appuyer, il y a quand même une compétence humaine et relationnelle, il me semble. Et
comment on gère les émotions et comment on gère ces émotions en temps de crise. Voilà. Moi, j'ai vu des gens, y compris chez les pompiers, je suis désolée de le dire, mais bon, sur des situations, j'ai aussi vu des gens en situation extrême ne pas avoir, et on l'a vu au moment de la crise, et on a des collaborateurs qui se sont révélés être des gens qui, en temps de crise, avaient pas des fonctions, mais avaient une attitude sociale de leader, de régulateur, etc., qu'il faut savoir après mobiliser. Donc aussi, les situations extrêmes révèlent parfois des potentialités que les parcours habituels ou les autres n'avaient pas permis de faire. Et je pense que l'enjeu peut-être aussi, dans des organisations, il est là demain. En tout cas, bien sûr, je ne parle que de ce que je connais, mon domaine. Alors, je vais juste réagir très rapidement et vous remercier d'avoir fait un petit renvoi aux situations extrêmes qui seront le sujet de la deuxième session. Je vois que le temps passe et donc du coup, il reste 2 questions qu'on va donner, alors, une troisième du coup, pour pouvoir passer à la pause déjeuner après. Je voudrais adresser, je ne sais pas si c'est ouvert ou fermé. C'est ouvert. Je voudrais adresser une remarque et des questions à l'équipe scientifique. Si vous avez des références, des sources, etc. à nous partager cet après-midi, et aux professionnels qui sont là ce matin, pour savoir si 2-3 mots-clés que j'ai notés, ça vous parle, ça suscite quelque chose. Je m'exprime en français parce que nos collègues anglo-saxons ont leur traduction dans les oreilles, mais je ne sais pas comment dire le mot embodiment en français. Donc c'est un peu comme management, hein, j'utilise le terme anglo-saxon. Je crois que c'est vous, madame. Alors je ne sais pas, quand vous êtes officier, est-ce que je dois vous appeler avec votre titre ou est-ce que je peux vous appeler madame? Vous m'appelez comme vous voulez. Madame, Clémence ou capitaine, c'est vous qui choisissez. Capitaine, d'accord. Donc je vais dire capitaine, parce que je trouve ça assez classe. Je crois que vous avez dit qu'on commande avec les pieds. Ça j'aime bien parce que c'est l'image de celui qui arpente, donc il y a quelque chose d'assez ancien dans le fait de arpenter. Donc ça a un rapport avec la spatialité, l'espace. Et puis vous avez parlé de la voix, et j'aime bien cette scène du film, comment il s'appelait, Le Roi, The King, quand il doit rééduquer, vous savez, il bégaye. Voilà, le discours d'un roi. Et il y a tout ce travail de coaching qui est fait, il y a cette scène super qui est, à un moment, il s'assoit sur sa chaise, donc sur son trône, c'est sa position, c'est sa place. Et il lui demande, mais levez-vous. Et il lui dit, mais pourquoi? Et il finit à dire, because I have voice. Et ça, c'est très humain. Donc moi, je me pose la question de l'incarnation ou l'incorporation ou l'embodiment du leadership. Du coup, quand on est sur une question de féminin, je me demande s'il y a des travaux qui sont faits dessus. Je me demande s'il y a des choses le fait de porter un uniforme, est-ce que ça l'efface? Vous avez parlé à un moment ils se sont tous tournés vers moi parce que j'étais le chef. Mais vous êtes le chef parce que c'est écrit que vous êtes chef. D'accord? Et c'est pour ça que je m'adresse, que c'est important pour moi je suis chercheur en théorie des organisations, donc il se trouve que j'ai parlé du discours d'un roi. Mais le leadership qui m'intéresse, c'est celui qui s'exerce dans des organisations de travail. Il y a des gens ensemble qui bossent pour produire quelque chose. C'est pas forcément celui d'un ministre. Il y a des travaux en sciences politiques qui sont faits sur comment est-ce qu'on incarne cette fonction présidentielle, etc., ou autre, quand on est un homme et une femme. Mais en organisation, c'est différent. Et je me demande avec les militaires s'il n'y a pas un truc avec l'uniforme et le grade, et si finalement c'est pas plus simple, c'est écrit là, tu me vois passer, tu sais, je suis capitaine. Moi, il a fallu que je vous demande parce que je sais pas les lire, mais il n'y a pas de question, vous avez raison. Je pense que c'est bien plus simple. J'ai pas vraiment d'expérience dans le civil pour pouvoir le démontrer, mais oui, nous il y a quelque chose d'assez simple.
on va peut-être respecter le grade même avant même la personne. Bon, après, évidemment, il y a ces questions de performance, faire ses preuves, etc. Mais je pense qu'on a déjà ce biais-là au début que le monde civil n'a pas. Ouais, donc là, c'est peut-être je m'ouvre plus largement sur ce que le civil aurait à apprendre du militaire et inversement. J'ai exercé en école de commerce pendant quelques années. On a une grosse crise, que ce soit les garçons comme les filles, les jeunes hommes et les jeunes filles, femmes, qui à quoi 5, 10 ans, moins de 10 ans de carrière à la sortie, grande école de commerce. Ils ont plus envie de bosser en entreprise. Ils n'ont plus envie de bosser dans des grosses entreprises. J'interviens dans des formations qui forment aux jeux vidéo. Le leadership, il est tournant. C'est-à-dire que quand on va développer ce jeu, en fait, c'est toi qui es chef de projet. Donc, en fait, chef de projet, leader. Mais ça tourne. Et là, depuis ce matin, on est sur de la position hiérarchique, sur de la responsabilité, sur être dirigeant, sur du grade. Sur cet exercice-là et sur des gens qui n'ont plus envie d'exercer dans les entreprises. Je sais pas ce qu'il en est pour les militaires. Est-ce que vous êtes encore attractif ou pas? Si au niveau des armées, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est la misère. Les hôpitaux, c'est la misère. Donc, dans la fonction publique, est-ce que finalement, ce fonctionnement militaire-là qui facilite d'une certaine façon, en codifiant les rôles, est-ce que c'est pas quelque chose qui est aidant et qui pourrait aider les autres formations civiles à l'heure où on a changé le nom de l'ENA et on se demande comment on va former les futurs cadres? Alors très honnêtement, je ne sais pas si on peut appliquer le monde militaire, on peut encore appliquer le monde militaire dans le monde civil. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'inverse, vous parlez d'horizontalité du management, nous il y aura toujours une verticalité, on ne pourra pas faire autrement et c'est la différence. Je crois que c'était l'amiral Lajoux qui avait dit ça, qui était un ancien DRH marine, qui parlait de la différence entre le management et le commandement. On doit faire preuve de management en tant qu'officier, mais on doit également faire preuve de commandement et le commandement arrive au moment où il n'est pas question de fédérer, faire adhérer, etc. C'est qu'il y a un ordre, il faut le respecter, on est au combat. Et cette chose-là, je pense pas qu'elle puisse être applicable telle qu'elle dans le monde civil. D'où le fait que nous, on doit avoir des grades, un uniforme, un respect de la fonction au même niveau qu'un respect de l'homme, etc. Il y a quand même des vraies différences, quoi. Le monde des pompiers se rapproche peut-être plus de celui des militaires. Mais... Oui, alors je vais juste reprendre. Alors, juste... Je vais quand même conserver ma voix, monsieur, si vous le permettez. Pour rebondir sur ce qui a été posé comme question sur la réglementation, le cadre réglementaire, on aimerait que le politique ait cette exemplarité. Vous parliez des 70% de femmes au concours, mais les PUPH sont nommés par le président de la République, les DG de CHU et de ARS sont nommés en Conseil des ministres et à l'heure actuelle, on est moins de 40% de femmes à occuper ces postes-là, encore aujourd'hui. Donc, cette volonté de parité, voire de cadre réglementaire, encore faut-il que le politique s'en saisisse et le respecte. C'était juste une remarque. Les CLM sont absolument paritaires. Je peux vous dire que dans le concours que j'ai fait passer hier et avant-hier, c'était exclusivement des collègues féminines qui sont passées. Et j'en suis très heureux pour elles. Voilà. Alors, il reste le colonel Soublet, général Féchamp, qui souhaite peut-être apporter des petites réponses très rapides. C'est concernant les quotas. Moi, j'étais contre aussi les quotas parce qu'il me semblait que c'était notre compétence, notre technicité, nos valeurs qui devaient primer sur le reste pour le choix. Et finalement, je m'aperçois, parce que j'ai un mandat électif, je suis adjointe dans ma commune,
je me suis aperçue que, heureusement, finalement, qu'il y avait eu les textes pour imposer, parce que sinon, jamais les hommes n'auraient fait une place, notamment en politique, mais aussi dans les plus grands conseils d'administration, et jamais les femmes n'auraient osé non plus y aller, parce que nous avons vu toute la difficulté quand on a construit nos équipes municipales pour trouver des femmes, pour respecter la parité. Donc, ce sont encore des schémas sociétaux, c'est sûr, mais du coup, ces textes ont permis de casser un peu cette hégémonie masculine, et je le dis vraiment sans aucune amertume, mais ces schémas types un peu archaïques qui permettent d'imposer, finalement, de donner aux femmes la possibilité de croire en leur potentiel et en leur qualité et en leur valeur, que ce soit en tant que manager ou en tant qu'experte dans leur domaine, tout simplement. Et c'est vrai que, pour l'avoir vécu, c'est une toute petite expérience, ça va vous faire hurler, mesdames. Vous avez des décorations, j'ai entendu un jour quelqu'un dire « Messieurs, trouvez-moi des femmes pour la prochaine promotion, parce que sinon, nous n'aurons pas nos dossiers d'hommes. » Donc, en gros, j'en étais témoin, et on était en train d'expliquer que s'il n'y avait pas de dossier de femmes, on ne pourrait pas faire passer des hommes. Donc, je peux vous dire, et on m'a posé quelques fois la question en disant « Mais si toi, tu as une médaille, c'est parce que tu es une nana, parce qu'il y a la parité. » Je peux vous dire que c'est violent quand même. Quand on est une femme, j'ose espérer que si nous avons été reconnus pour les décorations que nous portons, c'est plus par nos qualités et notre engagement que parce qu'on est genré. Alors, peut-être une dernière remarque, Chambre, peut-être en réponse à la dimension uniforme, peut-être qui participe. Gérald Véchambre, en deuxième section. Donc, je suis j'étais ancien inspecteur général des armées, gendarmerie. Donc, je voulais répondre à cette question en disant que c'est pas tellement la question du grade. Hein. Le grade, il situe dans une organisation, mais quel que soit le niveau où vous êtes. Et donc, avec ce devoir d'obéissance et ce devoir de commandement, de prise de décision, de rôle attribué. Mais ça me semble assez similaire dans n'importe quelle organisation. C'est peut-être pas aussi formalisé, mais on y est bien en réalité. Et le grade ne garantit pas le leadership, la capacité de leadership. Et c'est là où ça me semble intéressant, le modèle militaire, hein, ou le modèle professionnel. C'est-à-dire dans lequel vous commencez en bas et vous expérimentez progressivement toutes les facettes du métier, vous côtoyez sur le terrain les gens avec lesquels vous allez travailler pendant des années et des années. Et donc, ce qui fait que plus vous progressez, plus vous avancez, plus vous multipliez les expériences, plus d'ailleurs vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas fait pour ça. Et on peut comprendre, enfin l'encadrement, on peut comprendre que c'est vraiment pas ce pourquoi vous êtes fait, on va vous réorienter autrement. Hein. Et donc c'est plutôt le système, pour moi, professionnel, qui fait que vous arrivez à progresser, à gagner en compétences professionnelles d'abord, parce qu'on n'a pas trop parlé du niveau de compétences, mais pour être un bon leader, il faut être aussi... Le capitaine nous a parlé à juste raison de performance, ça nous ramène au sens de la mission. On est d'abord fait pour exécuter une mission, tous autant que nous sommes, quels que soient les milieux, produire des effets. Voilà. Et chacun doit s'y sentir investi. Et ça aussi, c'est un des éléments clés du monde militaire, ça par contre. C'est que cette responsabilité de la performance dans les textes, elle repose non seulement sur le chef, mais elle repose aussi sur tous les militaires et sur le subordonné. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de responsabilité articulée réglementairement qui fait que personne ne peut se dédouaner de sa propre responsabilité, même si évidemment l'un des enjeux du chef, c'est de prendre la pression sur lui et de surtout ne pas la faire descendre. C'est aussi le leader pour dire ça. Donc pour moi, c'est vraiment compétence, performance que ce modèle professionnel va pouvoir vous permettre d'accéder parce que vous le répétez sans cesse et vous n'en changez pas tous les 4 matins. Vous êtes toujours dans le même milieu. Voilà. Merci pour l'ensemble de ces interactions qui ne peuvent être qu'enrichissantes. Merci, mesdames. Et vu le protocole organisationnel, on est un petit peu pris par une contrainte temporelle. Du coup, on vous invite pour un cocktail déjeunatoire avant de reprendre cet après-midi pour la deuxième session. Merci. C'était passionnant.